tout à l'heure, ce graphique vous présente un petit peu les résultats de nos investigations, on va dire, sur la provenance des sources des différents polluants. Et donc, aujourd'hui, on se focalise essentiellement sur les oxydes d'azote. Et les oxydes d'azote, ils sont émis par un grand nombre de sources, mais la source majoritaire, c'est le transport routier. Et derrière, on va retrouver une petite part de résidentiel, de l'industrie, du tertiaire. Et donc, plus vous allez vivre près d'un axe routier, plus vous allez avoir une influence sur ce polluant, et donc finalement, l'impact sanitaire va être le plus important. Sur les particules fines, on est plutôt là sur une pollution de fond, qui est, on va dire, répartie de manière assez homogène sur le territoire, avec entre 60 et 70% de l'origine de ces particules qui vient, je vous le dis tout à l'heure, du chauffage au bois non performant. Pour autant, le trafic routier, 17%. Là où c'est important, c'est qu'effectivement, souvent, ça peut être la double punition, c'est-à-dire vous avez cette pollution de fond, mais en plus vous habitez près d'un axe routier, donc non seulement vous allez avoir les oxydes d'azote, mais vous allez avoir des particules en suspension en plus. Et pour conclure, c'est presque anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça pour moi, c'est que derrière, ça se traduit aussi en termes de gaz à effet de serre. Ce n'est pas forcément le sujet de ce soir, mais il faut bien se dire qu'aussi, en travaillant sur ces problématiques de mobilité, on va pouvoir aussi travailler directement et indirectement sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors, cette dernière diapo, elle vous présente un autre enjeu qui est l'évolution. Donc là, vous avez quelques chiffres de présenter, qui est l'évolution du milieu urbain moyen, donc 35, 33, 28, 26, 28. Sachant que la réglementation aujourd'hui est à 40 microgrammes par mètre. Donc pas de souci, on la respecte. L'OMS à 10, on voit, c'est sévère. Beaucoup plus sévère. Et ce qui se joue en ce moment, c'est la révision de la directive par l'Union européenne. Donc ce 40 microgrammes fixé par l'Europe devrait évoluer d'ici le mois de juin prochain. Et les premières choses que l'on entend, ce serait peut-être d'aller s'aligner vers la valeur recommandée par l'OMS à l'échéance 2035. Donc ça laisse du temps, effectivement, discuté récemment, c'est aussi lié à l'abandon des motorisations thermiques, où on voit qu'on pourrait converger. Et dans ce cadre-là, la ZFE va être un accélérateur pour réduire nos émissions plus rapidement que le ferait l'évolution technologique. Qu'est-ce que c'est qu'une ZFE-M? Eh bien, c'est un outil, je vous le disais en introduction, qui est mis en œuvre pour améliorer rapidement et durablement la qualité de l'air. C'est une action qui permet d'accélérer l'évolution du parc de véhicules et du report vers les modes de déplacement alternatifs. Le principe est de définir un périmètre géographique autour d'un centre urbain à l'intérieur duquel les véhicules, évidemment les plus polluants, seront progressivement interdits à la circulation. Les restrictions de circulation sont fixées selon la classification des vignettes critères, qui tient compte du type de véhicule, de sa motorisation et bien sûr de son âge. Il existe 6 classes de vignettes, de la vignette verte pour les véhicules électriques et hydrogène, puis de la vignette 1 à 5 par ordre croissant de niveau de pollution. Il existe une dernière catégorie de véhicules non classés dans le système critère, qui correspond aux véhicules les plus anciens, voitures immatriculées de mémoire avant 1997. Pour circuler dans une ZFE, tous les véhicules doivent être dotés d'une vignette critère. Il est donc essentiel pour les véhicules qui n'en disposent pas encore de commander dans l'année 2024, en prenant bien garde aux arnaques, parce que j'en connais beaucoup qui se sont arnaqués en commandant leurs vignettes. Donc les vignettes, elles se commandent sur le site internet de l'État, certificat R12.fr. La vignette, elle coûte 3,72 €. On peut également, les étrangers, nos amis touristes, peuvent également acheter cette vignette pour leurs véhicules quand ils viendront nous voir. Les effets attendus de la mise en œuvre d'une ZFE sont fortes. Une forte accélération du renouvellement du parc. Ça, c'est bien. Je trouve que ça va nous permettre de se poser des questions et de voir peut-être d'autres alternatives. Quelqu'un qui a une deuxième voiture, moi, dans mon voiture, est-ce qu'il faut que demain, la deuxième voiture qui ne roule pas beaucoup, il faut que je la change? Ou si les bus arrivent, est-ce qu'il ne faut pas que
vous prenez plus le bus et gardez qu'une voiture. Voilà, c'est Vous parlez du système Pantone pour pas renouveler les véhicules. Il peut aussi servir à utiliser un peu plus le vélo, par exemple. Pourquoi mettre en place une ZFE sur le Grand Annecy? Eh bien, la loi Climat et Résilience de 2021, Madame la Présidente l'a dit, prévoit la mise en œuvre de ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, dont le Grand Annecy fait partie. La réglementation nous impose que ces ZFE soient mis en place d'ici le 1er janvier 2025 et que son périmètre couvre plus de 50% de la population du Grand Annecy. En juillet de cette année, le ministère a distingué 2 types de territoires au niveau national, selon la situation en matière de qualité de l'air. 5 territoires ont été qualifiés de territoires ZFE effectifs, car faisant régulièrement l'objet de dépassement des valeurs réglementaires. On parle de Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Rouen. Pour ces territoires, un calendrier de restriction est imposé qui prévoit l'intégration du critère 4 au 1er janvier 2024, puis des critères 3 au 1er janvier 2025. Comme nous l'avons vu précédemment, les niveaux de pollution, comme je vous l'ai dit, sur le Grand Annecy sont bien inférieurs aux limites réglementaires. Nous avons donc été classés en territoire de vigilance, aux côtés de 36 agglomérations que vous voyez sur cette carte. Contrairement aux 5 territoires ZFE effectifs, aucun calendrier de restriction ne nous est imposé. Celui-ci est donc laissé à l'appréciation des élus. Pour autant, nous sommes toujours soumis à l'obligation de la mise en place des ZFE, prévue par la loi Climat et Résilience, avec pour seule contrainte de restreindre la circulation des véhicules non classés dans le périmètre de la future ZFE au 1er janvier 2025. C'est clair pour tout le monde? Enfin, comme vous pouvez le voir sur ces cartes, les agglomérations de Chambéry, d'Annemasse devront, tout comme nous, mettre en place des ZFE au 1er janvier 2025. Nous sommes très régulièrement en contact avec ces territoires pour échanger sur l'avancée de nos projets. Grand Annecy, ZFE 2023-2024, on est en train de la mettre en place et on travaille aussi avec Grand Chambéry et Annemasse. Les projets de développement et de mobilité du Grand Annecy, Madame la Présidente, vous voulez en dire un mot? Comment on a discuté dans la mobilité DJ, oui. Allez. On va bosser sur le sein, oui. Je ne voulais pas faire plan de verte, alors Bonsoir. Là, il me prend dans la lumière des phares. Effectivement, nos projets de mobilité doivent nous aider dans ce projet de ZFE. Donc là, vous avez à l'écran le projet de transport collectif en site propre intégral avec les 5 branches qui ont été votées par les élus en janvier 2022. Les pôles d'échange multimodaux, c'est les points rouges que vous voyez. Alors les pôles d'échange multimodaux, c'est les endroits où on va pouvoir laisser sa voiture, monter dans un autre mode de transport. Il y en a 24 qui ont été ciblés sur la go. Les 4 qu'on voit là, c'est ceux dont on a l'espoir de lancer de façon plus poussée la réalisation, le début de la réalisation dans ce mandat. Vous en avez un qui est à la Pileuse, donc c'est l'entrée du territoire côté Sénaux, l'autoroute Sénaux. Là, il y a une zone d'activité dans laquelle on va s'installer sur un des lots de la zone d'activité en fait. Vous en avez un au bout de la ligne 1 au Glaisin, donc c'est sur l'ancien RIE, restaurant interentreprise. Il y en a un du côté de Silingy, donc au bout de la ligne 2, qui est. C'est celui de Prébilly, pardon, qui est dans la ZAC de Prébilly, le long de la rocade qui contourne maintenant Pringy. Silingy sera au bout de la ligne 3 avec nos amis du territoire extérieur, puisque effectivement on va au-delà de notre propre territoire pour ce genre de raisonnement. Plus on peut capter les gens en amont du territoire, mieux c'est. Donc c'est TCSPI, c'est pour l'échange multimodaux. Et puis on a voté un schéma directeur cyclable, c'est celui qu'on voit à gauche, où on accompagne la sécurisation de la pratique du vélo en résorbant ce qu'on appelle les discontinuités cyclables pour que les gens se sentent en sécurité et l'utilisent au quotidien le vélo. Et puis il y a tout un pan sur la logistique urbaine, comment demain on arrête les camions polluants gros aux entrées du territoire, mais on continue à venir alimenter nos commerces et
entreprises avec des camions ou des porteurs qui respecteront eux aussi nos critères. Donc il y a tout ce panel d'actions qui vient en complément des restrictions qu'ils vous mettent. Moi, je vous mets des solutions. C'est comme ça qu'on marche. Merci Didier. Allez, on vous propose donc le scénario proposé à la concertation. Donc, on vous propose déjà le scénario pour 2025. Donc, le périmètre de la ZFE, donc vous voyez, est le territoire de la commune d'Annecy. D'ailleurs, je salue son maire, François Stock, qui est ici ce soir. Donc, le périmètre est la commune d'Annecy. Alors, pas complètement, vous verrez, il manque un petit bout, mais en gros, c'est quand même la commune, on se concentre sur la commune centre, la commune d'Annecy, située entre la Grande Rocade, la RD 3508, les limites communales au bord du lac et Cap-Ferrière au sud. Ce périmètre, il a l'avantage, vous le regardez, d'être facilement identifiable et lisible. Il héberge les 50% de la population du Grand Annecy, ce qui est obligatoire, les plus exposés à la population atmosphérique. Depuis le 1er janvier 2025, donc en janvier 2025, des panneaux seront installés sur tous les axes d'entrée de ce périmètre et de sortie pour signifier aux automobilistes les restrictions de circulation qui seront en vigueur. Une première échéance, donc, est celle du 1er janvier 2025, conformément aux attendus réglementaires. Les restrictions porteront uniquement sur les véhicules non classés à cette date pour tous les types de véhicules légers utilitaires, poids lourds et les 2 roues motorisés. Cela concernera environ 1000 véhicules immatriculés sur Grand Annecy, 1700 véhicules sur l'aire d'attractivité. L'aire d'attractivité, c'est les communes qui sont aux alentours du Grand Annecy. Il s'agit de voitures, les voitures non classées, des voitures qui ont plus de 28 ans, dont les véhicules de collection font partie. Pour les utilitaires, c'est des utilitaires qui ont plus de 27 ans, et les poids lourds, c'est des poids lourds qui ont plus de 23 ans. La configuration géographique de notre territoire, avec le lac et les massifs du Sénos et du Verrier, évidemment, contraint les possibilités de report de circulation pour les véhicules concernés par les restrictions de ZFE, et notamment les véhicules en provenance à destination des rives du lac, un véhicule qui vient par exemple de Douin ou tout ça, on ne va pas le faire passer par le col de Béchot, par le Sénos, pour aller travailler par exemple à Albi. Donc il n'est pas envisageable de reporter le trafic de ces véhicules par des zones montagneuses ou naturelles. Il leur imposer des longs détours, donc des itinéraires de transit que vous voyez en bleu, que vous voyez, on peut vous les montrer. Voilà. Les itinéraires de transit ont été prévus. Tous les véhicules, quel que soit même des véhicules non classés, pourront circuler sur ces axes de transit. Le transit sera possible donc sur l'ensemble de la rocade, l'avenue d'Aix-les-Bains, la route des Creuses, le Cré du Mort, l'avenue de la Plaine, sa continuité sur l'avenue de Brogny. Dans tous les cas, l'accès à l'hôpital, aux cliniques sera maintenu, y compris pour les véhicules faisant l'objet de restrictions. Aucune restriction de circulation ne s'appliquera sur l'autoroute. Les parkings relais existants et créés à court terme ont été mis sur cette carte. Donc, vous les voyez. Ça, c'est les parkings qui sont donc en rouge, c'est les existants. En bleu, ce sera le parking des uns. C'est celui qui, normalement, sortirait, Didier, le plus rapidement sur ce mandat. Voilà, on a voulu, pour 2025, ancrer cette ZFE sans aller dans des restrictions comme d'autres territoires, vous avez pu l'entendre, ont fait, et puis quelque part, ils sont venus un peu en arrière. On veut vraiment ancrer dans le paysage cette ZFE, faire prendre conscience aux gens qu'il faut commencer à changer sa voiture si elle a, évidemment, si elle n'est pas classée, elle n'a pas de vignette, et puis après, petit à petit, suivre, et puis surtout, je dis, inciter les gens peut-être à changer leur mode de transport. Pourquoi on n'a pas voulu aussi commencer par interdire, aller plus dans la restriction? Parce que la présidente vous l'a dit, le vice-président mobilité vous l'a dit, on a des gros investissements qui vont être faits, et une fois que ces investissements sont faits,
seront réalisées, on pourra changer plus facilement encore de mobilité. Le scénario ZFE-M proposé à la concertation à échéance 2030. L'échéance finale de la ZFE est prévue donc à l'horizon 2030, date à laquelle, je viens de le dire, les solutions alternatives de mobilité existeront, et notamment les principaux pôles d'échange multimodaux et les premières tranches du TCSPI. À cette échéance, donc, les restrictions de circulation porteront sur les véhicules classés critère 3 et au-delà pour tous les types de véhicules, véhicules légers, utilitaires, poids lourds et 2 roues motorisés. D'après les projections du parc, cela concernerait environ 7000 véhicules immatriculés sur le Grand Annecy, 11 000 sur l'aire d'attractivité. En 2030, les véhicules classés critère 3 et plus seront les voitures utilitaires diesel de plus de 19 ans, pour les essences de plus de 24 ans, et pour les poids lourds diesel de plus de 16 ans. Les acteurs socio-professionnels qu'on a déjà rencontrés de notre territoire nous ont indiqué que ce type de scénario leur paraît acceptable sous réserve d'aménagement pour certaines situations très spécifiques d'accompagnement. On sait qu'il y a encore quelques artisans, maçons, qui a encore un vieux camion, mais qui sort 3 fois pour remuer, pour amener sa grue sur un chantier. Donc, ceux-là, on trouvera une solution avec eux pour qu'ils puissent continuer à rouler. En 2030, le contour de la ZFE et les actes de transit restent les mêmes qu'en 2025. Les contrôles seront opérés, on en discutera après sur les contrôles, puisqu'on n'a pas encore une définition exacte comment vont se passer ces contrôles. Donc on travaillera prochainement sur ces contrôles. Ce soir, on ne pourra pas vous en dire plus, mais évidemment, si on met des ODF en place, il faudra qu'il y ait des contrôles. Petit totalitarisme. Donc, bonsoir à toutes et à tous, c'est Émilie Belot, je suis chargée de mission qualité de l'air au Grand Annecy et en charge du projet de ZFE. Je vais juste vous commenter ces graphiques pour vous présenter à la fois l'état actuel du parc immatriculé, donc des véhicules qui sont immatriculés sur le territoire de l'agglomération et la projection attendue pour 2030, ce qu'on appelle le renouvellement naturel, c'est-à-dire sans aucun impact prévu de la ZFE, simplement un renouvellement vraiment les gens qui achètent de nouveaux véhicules de manière spontanée. Donc un premier commentaire, c'est que sur notre territoire, on l'a déjà dit, une particularité, c'est qu'on a un parc beaucoup plus récent que ce qu'on observe en moyenne nationale. Le parc sur le Grand Annecy est quasiment 2 fois plus récent que la moyenne nationale. Donc vous voyez, voilà, vous voyez ici pour les véhicules légers le parc donc, actuel pour 2022, puis ici projeté pour 2030. Donc vous voyez que d'ici 2030, les évolutions vont être assez fortes. La catégorie orange, ce sont les véhicules critères 3. Puis vous avez au-dessus, donc par ordre, les 4 en marron, en gris, on les voit à peine les 5, et puis les noirs, ce sont les véhicules non classés. Donc effectivement, quand on parle des restrictions pour 2030, pour les véhicules légers, on estime que ça concernera un peu plus de 3% du parc qui sera alors en circulation, en tout cas immatriculé sur la route. Pour les utilitaires, c'est le même constat. On a un parc qui est assez récent par rapport à la moyenne nationale. En 2030, on va parler d'environ 7% du parc qui fera l'objet de restrictions quand on parle des critères 3 et plus. Alors une particularité par contre sur notre territoire, c'est pour les poids lourds. Là, contrairement à la moyenne nationale, on a un parc qui est bien plus vieux, bien plus ancien sur notre territoire. Donc vous avez quasiment à l'heure actuelle un tiers du parc qui est classé 4 et plus, à part égale, à peu près une dizaine de pourcents de critères 4, une dizaine de pourcents de critères 5, une dizaine de pourcents de non classés. Évidemment, en 2030, ça veut dire qu'il restera un peu plus de poids lourds concernés par les restrictions, quasiment 15% du parc, quand on parle des critères 3 et plus. Donc, malgré cette spécificité, et comme l'a présenté M. Rollin, le choix a été fait de porter le même niveau de restriction pour tous les types de véhicules. Et ça, je vais laisser Guillaume le présenter juste après, c'est en fait parce qu'on a un lien sur la qualité de l'air.
beaucoup plus intéressant si on implique les poids lourds critère 3 dans les restrictions des 2030. Juste avant que Guillaume ait la parole, je voulais juste revenir sur on propose aussi un calendrier intermédiaire entre 2025 et 2030. Un calendrier d'entrée en vigueur progressive des restrictions entre 2025 et 2030. Voilà, les véhicules par exemple critères 5 et plus pour les interdire à compter de 2028, et les critères 4 à partir de 2029, ce qui va concerner 1000 véhicules pour l'aire d'attractivité en 2008 et 3000 en 2029. Un dernier aussi paramètre qu'on lance à la concertation, c'est la temporalité de la ZFE. Parce que nous, on propose qu'elle soit effective 24/24, 7 jours sur 7. Ces deux points seront donc approfondis après qu'on ait fait cette concertation qu'on a lancée ce soir. Voilà, et après on peut réajuster. Voilà, c'est une proposition qu'on fait. Ce sera, rien n'a été décidé pour le moment. Alors au niveau des impacts attendus sur la ZFE, donc à échéance 2030. Donc effectivement, en 2030, on ne sait pas ce que sera la réglementation en vigueur. Donc le mieux que l'on puisse faire, c'est de regarder l'exposition sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'OMS qui impose. Si on regarde la situation actuelle, donc on a 92% de la population qui est au-dessus du seuil recommandé par l'OMS au niveau du dioxyde d'azote. Décidément, Ça l'OMS. représente à peu près 190 000 habitants. Si l'on laisse le fil de l'eau, donc le renouvellement naturel du parc, donc effectivement, les améliorations technologiques nous permettent d'atteindre 33% de part de population au-dessus de la recommandation de l'OMS. Et la ZFE, du coup, nous permet ce delta d'aller à 27% de personnes au-dessus de la recommandation de l'OMS. Donc ces personnes qui sont encore au-dessus, elles sont situées dans le périmètre de la ZFE, évidemment. Et ce qui est peut-être important d'avoir en tête, c'est que plus vous habitez près d'un axe ici qui est en vert, plus vous aurez de gains, et du coup le gain sanitaire sera plus fort pour vous. Gain sanitaire. C'est Près de ces axes. Donc, voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une accélération et une baisse sanitaire significative avec le scénario proposé par le Grand Annecy. Alors, je reprends la parole pour vous présenter un peu plus en détail les modalités de la concertation qu'on met en place. Les objectifs de la concertation avec le grand public qui démarre du coup ce soir. Il y a un certain nombre de sujets qui vont être ouverts au débat, aux contributions. Donc un premier point, M. Romain l'évoquait juste avant, c'est ce qu'on appelle les modalités temporelles de la ZFE. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde le principe d'avoir une ZFE qui est totalement pérenne, applicable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou est-ce qu'on prévoit des aménagements horaires? Ça peut être par exemple une ZFE qui n'est effective qu'en journée, donc hors nuit. Ça peut être par exemple une ZFE qui ne s'applique qu'en semaine et pas les week-ends. Voilà, on peut imaginer des aménagements qui restent à définir. Un deuxième point, pareil, M. Rollin l'a dit, c'est du coup le calendrier d'entrée en vigueur des restrictions entre 2025 et 2030, c'est-à-dire à quelle échéance est-ce que les critères 5 puis les critères 4 feront l'objet de restrictions de circulation sur le périmètre ZFE. Ça, c'est un sujet qui est ouvert à la concertation. Ensuite, du coup, parmi les points qu'on souhaite travailler avec vous, avec le territoire, il y a tout le cadre dérogatoire qu'on mettra en place pour pouvoir traiter, faire face à certaines situations particulières qui peuvent être problématiques. Et puis, toutes les modalités d'accompagnement que pourra proposer le Grand Annecy. Donc, ça peut être des dispositifs d'aide, ça peut être du conseil. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Et du coup, on y avec ce sujet les contributions par rapport aux solutions de mobilité alternatives qui pourraient être à renforcer. Alors en revanche, on a des sujets qui ne vont pas être ouverts à la discussion dans le cadre de cette concertation. Donc il y a deux sujets.
c'est le périmètre géographique de la ZFE. Vous avez compris que réglementairement, il faut que notre ZFE concerne 50% des habitants de l'agglomération. Donc on n'a pas énormément de possibilités en fait en termes de périmètre géographique pour respecter cette obligation. Et le deuxième point, ça va être le niveau de restriction pour 2025 puis pour 2030. Donc 2025, exclure les véhicules non classés, ça c'est la stricte obligation réglementaire, encore une fois. Et puis le calendrier 2030 avec les véhicules 3 et au-delà qui seront concernés par les restrictions. Donc en amont de l'ouverture de la concertation avec le grand public ce soir, on a commencé à travailler avec un certain nombre d'acteurs, donc deux types d'acteurs que je vais citer. D'abord l'espace citoyen, mais que je ne vais pas en dire beaucoup, puisque juste après, je vous laisserai la parole pour présenter tout le travail que vous avez mené au cours de cette année 2023. L'espace citoyen a été saisi et on a travaillé ensemble sur le sujet du maintien de l'équité sociale au travers de ce projet de ZFE. Et du coup, je vais vous laisser la parole juste après. Et un deuxième type d'acteurs avec qui on a travaillé, ce sont les acteurs socioprofessionnels du territoire. Donc on a mené 3 groupes de travail avec ces acteurs-là sur l'automne. Et on a également fait une rencontre en particulier avec les acteurs de la grande distribution. Et du coup, de tout ce travail, on va dire, d'échange, de rencontres préalables, il y a un certain nombre de propositions qui sont ressorties, à la fois sur les modalités d'accompagnement et le cadre dérogatoire, et d'ailleurs sur d'autres sujets, comme vous allez voir tout de suite avec la restitution de l'espace citoyen. Merci. Merci beaucoup à tous. Nous allons donc rester. Voilà, ça va marcher. Nous allons donc vous restituer à plusieurs fois le travail de l'espace citoyen. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace citoyen? C'est une instance de démocratie participative ouverte à tous les citoyens. Je m'entendais parler. Cette instance, qui s'appelle aussi Conseil de développement, est prévue par la loi pour toutes les agglomérations de plus de 50 000 habitants. Elle a pour vocation de produire des avis collectifs sur les projets portés par l'agglomération et de contribuer au débat citoyen. Nous sommes à ce jour dans l'espace citoyen du Grand Annecy 150 membres, organisés autour d'un bureau et de 3 coprésidents. Et nous travaillons sur diverses thématiques en lien avec les compétences de l'agglomération dans le cadre de saisine. Donc en janvier 2023, l'agglomération nous a saisi sur les conditions de maintien de l'équité sociale dans le cadre de la mise en œuvre de la zone à faible émission. Après plusieurs mois de travail dans le cadre d'un groupe d'une vingtaine de personnes, nous avons pu présenter nos préconisations aux élus réunis en commission la semaine dernière et nous allons vous présenter une synthèse à 3 voix, donc 3 membres représentantes du groupe, Émilie Marteau, Aline Husson et moi-même, Cécile Martin. Nous étions avec Aline, les co-référentes. Aline. Alors, au terme de notre étude, nous sommes parvenus à la conclusion que la ZFEM est un sujet de controverse inutile, étant donné le faible nombre de véhicules concernés par les interdictions. Autant pas la mettre en place alors. C'est utile pour engager des débats. Débats sur l'équité, sur la santé, les pollutions de l'environnement dues à nos déplacements, le dérèglement climatique et de nouvelles façons de nous déplacer autrement. Quel dérèglement, sérieux? L'apaisement de notre territoire saturé par les flux automobiles. Et pour favoriser la transition vers des mobilités décarbonées pour tous. La ZFEM, c'est la possibilité de transformer une contrainte Il faut les jetons quand même. Sans attendre les infrastructures lourdes projetées, il nous semble qu'il est possible de mettre en œuvre dès aujourd'hui une nouvelle vision de la mobilité au sein de l'agglomération. Un projet ambitieux pour notre territoire, une zone à forte respiration et qui soit d'utilité sociale. La communication, pour nous, est essentielle. Elle devra mettre en avant les bénéfices du changement et les mesures concrètes adaptées à chacun pour sortir de toute voiture. Il sera notamment essentiel d'aider et conseiller sur le terrain les personnes impactées directement, notamment les plus modestes, pour lesquelles l'usage de la voiture, de par son coût, est souvent un facteur de précarisation. Notre groupe a travaillé pendant près d'1 an sur le sujet, en commençant par définir l'équité sociale,
qui, selon l'Encyclopédie du développement durable, est le fait d'offrir des conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et les femmes afin qu'ils puissent accéder à leurs besoins fondamentaux. La ZFEM a pour but d'améliorer la santé publique en diminuant la pollution de l'air. Mais encore faut-il que la mesure soit équitable. Alors, comment faire pour que l'équité sociale soit préservée malgré les restrictions de circulation? Pour répondre à cette question, notre démarche a commencé par nous approprier le sujet, pour élaborer un diagnostic qui soit partagé, en rencontrant les élus et en allant prendre la température sur le terrain. Puis nous avons récolté des retours d'expérience sur des territoires qui ont déjà mis en place les ZFE, Lyon, Grenoble, Toulouse et Strasbourg, ce qui nous a permis d'en tirer des bonnes pratiques et des conditions nécessaires au changement. Pour prioriser, nous avons ensuite identifié des paramètres qui sont importants pour l'équité sociale. Tout cela nous a permis de définir des défis à relever pour favoriser l'équité sociale et pour que les mesures imposées soient acceptées par l'ensemble des citoyens. C'est en explorant 6 thématiques: la qualité de l'air, la santé, l'équité, l'identité du territoire et son cadre de vie, la mobilité et la solidarité, que nous avons identifié les freins et les leviers pour en déduire les impacts et les bénéfices sur l'équité sociale. Donc Cécile, quels sont les enseignements? Alors, de notre travail, nous avons d'abord tiré différents constats. Oui, la ZFEM est une mesure socialement potentiellement inéquitable parce qu'elle va toucher les foyers les plus modestes qui ont souvent les véhicules les plus anciens et qui peuvent être captifs de l'usage de la voiture, notamment quand ils vivent en milieu rural. Néanmoins, il faut avoir à l'esprit aussi qu'un nombre important de foyers défavorisés vivent à proximité des grands axes, au cœur d'agglo, et donc eux vont avoir des impacts bénéfices potentiellement de cette ZFE. Par ailleurs, on sait sur notre territoire que les solutions pour faciliter les alternatives à la voiture, les grandes infrastructures se font attendre. Donc, par rapport à ces constats, notre conviction, c'est que les solutions pour faciliter le changement doivent être explorées dès maintenant, que c'est en allant sur le terrain qu'une information juste peut rencontrer le public impacté pour l'aider et le conseiller, et que surtout tout le monde devrait se sentir concerné, y compris les plus aisés, qui continueront d'avoir le choix sur un territoire où le flux automobile est conséquent et parfois pose des difficultés. Donc la période de transition doit être mise à profit dès aujourd'hui pour faciliter le changement de comportement, de mobilité pour tous. Cela donc nous a amené à formuler des préconisations pour préserver l'équité sociale que nous avons soumises aux élus. On va vous faire une petite synthèse ici et que nous avons organisé autour de 5 domaines: informer, mesurer, compenser, accompagner les changements de comportement et piloter. Alors tout d'abord, informer. Pour nous, c'est un peu le nerf de la guerre parce que d'une façon générale, les citoyens ont besoin d'une information sans tabou sur la pollution et la santé. Concernant la communication autour de la ZFE, il nous semble qu'elle doit porter autour du changement de comportement pour tous, mais avec une information spécifique des publics ciblés, les plus fragiles. Et il nous semble aussi important d'avoir une information cohérente avec celle portant sur la politique de mobilité, qui nous semble souvent insuffisamment connue du grand public. Deuxième item, mesurer. Donc là, il s'agit de donner la mesure des efforts qui vont être accomplis, donc en mettant en place un suivi de la qualité de l'air, ce que fait l'agglomération, mais aussi des impacts sur la santé, de l'évolution de la décarbonation, des mobilités et du recours aux aides. Quelle horreur. Troisième point, compenser. Donc bien sûr, c'est fondamental pour préserver l'équité sociale, et notamment au regard des publics impactés par les interdictions, notamment les plus fragiles. Et là, on s'est appuyé sur les retours de Rivotril dans les EHPAD, les plus fragiles. Ils ont fait les plus fragiles. Mis en place des ZFE, et il nous est apparu que le conseil personnalisé via des associations relais, comme l'association WeMove ici sur le territoire d'Annecy, vis-à-vis de ces publics est essentiel. Il faut également des aides ciblées
et des solutions innovantes comme la location solidaire, la mise en place de comptes mobilité qui sont garants du fait que ces populations peuvent trouver des solutions appropriées. Il nous apparaît aussi que la mise en place de dérogations bien ciblées sera nécessaire au moins durant le temps du changement. On peut penser notamment au pass petit rouleur qui permet à des publics captifs de la voiture d'utiliser les véhicules par exemple pour venir faire les courses en ville et donc qui donne lieu à des dérogations ciblées. Je suis pas captif. Quatrième domaine, accompagner les changements de comportement. Donc vous l'avez compris, pour nous c'est essentiel. Et les enquêtes que nous avons conduites nous ont montré qu'il existe un socle des citoyens sur lequel il semble possible de s'appuyer. Il nous paraît essentiel de déployer rapidement des mesures du plan de mobilité en l'attente du fameux DCSPI, comme les pôles relais par exemple, enfin, tout ce qui peut être fait pour offrir des alternatives crédibles rapidement à la voiture, y compris pour le rural, pour les touristes, de mettre en place un véritable conseil de mobilité sur tout le territoire de l'agglomération, de soutenir les initiatives, de donner à voir et aussi de donner envie. À notre sens, la ZFE doit s'inscrire dans une politique plus globale pour construire une ville apaisée. Et enfin, piloter, c'est la gouvernance, elle est bien sûr essentielle, elle doit associer l'ensemble des acteurs, des partenaires, y compris les agglos limitrophes, et y compris les acteurs du monde social dans une visée de préservation de l'équité sociale. Alors, vous avez compris que la ZFE impacte tous les politiques publiques dans les domaines, bien sûr, de mobilité, de la santé, on vient de voir le rapport, du social, on vient aussi d'y travailler, mais aussi de l'aménagement, bien sûr, et du climat. Toutes les actions font partie du pacte pour le climat. C'est pourquoi un accompagnement. Pour amorcer au plus tôt les changements de comportement nécessaires, quasiment obligatoires, progressifs bien sûr, obligatoire. Il est urgent de prendre des mesures incitatives pour tous, bien sûr, et des tarifications sociales adaptées à chacun selon ses besoins et ses revenus. C'est pourquoi un accompagnement. Ah pardon, excusez-moi. Non, je suis dans mon texte et dans ma tête, donc désolée. Mais vous avez entendu, parce que ça c'est important le départ. Ah non, je vais faire attention. Bien, alors c'est pourquoi un accompagnement de personnes les plus vulnérables par des aides et des conseils personnalisés est fortement souhaité, voire attendu, d'autant plus que les voitures qui seront soumises dès le 1er janvier 2025 à des restrictions de circulation sont peu nombreuses, environ 1000. On associera à ces restrictions des solutions alternatives pour tous, bien sûr, comme l'incitation à l'usage des solutions partagées de mobilité, ça c'est important, et l'invitation à la démobilité, là c'est plus difficile, et surtout à la réduction progressive de l'usage de la voiture particulière, surtout avec une seule personne. Donc, faisons de cette période de transition une opportunité en allant tous ensemble vers une zone à forte respiration, d'utilité sociale et vers un territoire apaisé. Alors maintenant, nous allons conclure. Vous l'avez compris, nous sommes, comme vous tous, des citoyens. Nous avons débattu avec les habitants, enquêté auprès d'eux et questionné pendant plusieurs mois cette mesure de la ZFE mobilité. Il en ressort que même si la pollution de l'air est une préoccupation pour une majorité des habitants, la ZFE se heurte encore à du scepticisme pour certains, à un déni
pour d'autres. Néanmoins, On va pouvoir en discuter face du dernier. au risque réel que pose la ZFE à l'égard de l'équité sociale, nous préconisons des mesures à prendre sans bien sûr pénaliser les personnes les plus fragiles. Notre conviction est que la ZFE ne sera comprise et acceptée que si elle s'inscrit dans un cadre plus global et si elle est l'occasion de mener dès aujourd'hui un vrai plan de transition des mobilités prévoyant des solutions alternatives. Nous vous proposons, et aux élus bien sûr, de porter une ambition forte pour faire de cette ZFE un dispositif d'utilité sociale sur notre territoire et de transformer ce territoire en cette zone de forte respiration. Comme le prévoit notre cadre de coopération interne avec le Grand Annecy, nous suivrons bien évidemment pendant cette période de transition la mise en œuvre de la mesure avec le temps, au fil du temps. Au-delà de notre travail, qui sera d'ailleurs visible sur le site de l'agglomération Espace Citoyen, renseignez-vous, ce processus de concertation qui s'engage dès aujourd'hui devrait associer encore plus largement l'ensemble des habitants du territoire, faisant ainsi vivre la démocratie participative si chère à nos voeux. Je profite, pour terminer, de cette belle opportunité pour inviter toutes les personnes qui le souhaiteraient de venir nous rencontrer, nous rejoindre et de nous lire sur le site de l'agglo en particulier. Vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Merci. Un grand merci à l'Espace Citoyen pour ce travail. On enchaîne. Oui, alors je vais aller très rapidement sur la dernière partie parce que l'objectif c'est de vous laisser la parole et puis de répondre à vos questions. Sachez simplement qu'il y a un certain nombre de dispositifs d'aide qui existent déjà tant au niveau national qu'au niveau plus local. Vous avez sans doute tous entendu parler en ce qui concerne les aides pour renouveler son véhicule, du bonus écologique, de la prime à la conversion. Il y a également des primo-rétrofit, des aides qui concernent plus les professionnels et l'acquisition de véhicules lourds, et puis également des aides sous forme de microcrédit pour les véhicules propres. Donc ça c'est le dispositif, le cadre d'aide nationale qui est déjà assez conséquent et sur lequel il y a des évolutions qui sont en attente. En lien avec l'arrivée des ZFE un peu partout sur le territoire. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une aide spécifique sur les véhicules hydrogène qui a été mise en place. Et puis au niveau du Grand Annecy, on a aussi un certain nombre d'accompagnements qui sont en vigueur. Donc il y a une aide depuis plusieurs années pour l'acquisition de vélos auprès des habitants. Également tout ce qui concerne le développement des infrastructures, ça a été déjà évoqué. Également une offre d'autopartage avec l'opérateur Cities sur le territoire. On a mis en place une convention avec la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc là, c'est spécifique pour les entreprises artisanales du territoire, pour pouvoir les accompagner de manière individuelle et collective en vue de l'arrivée prochaine de la ZFE et du coup de les orienter vers des choix de mobilité compatibles avec leur activité. Et puis, dernier point évoqué ici, les plans de mobilité entreprise qui sont accompagnés depuis 2019 par le Grand Annecy. Et puis je rajoute le sujet de la logistique urbaine durable sur lequel on travaille également. De toutes ces contributions, effectivement, il y a un certain nombre de points de convergence qui semblent se dessiner. Au niveau des dérogations, donc tout ce qui va être les engins spécifiques, alors notamment pour le BTP, avec des usages très ponctuels, peu de déplacements sur le territoire. Donc c'est typiquement le genre de sujet qui pourrait être traité par le biais d'une dérogation adaptée. Et puis là, l'Espace Citoyen vient de vous présenter le principe du pass petit rouleur pour les gens qui se déplacent très peu avec leur véhicule sur le territoire.
Au niveau des accompagnements, donc on a retenu comme idée tout ce qui est conseil en mobilité, destiné à la fois aux particuliers et aux professionnels. Et puis au niveau des aides financières, on s'inspire de ce qui peut exister sur d'autres territoires, notamment sur Strasbourg, le compte mobilité qui permet de financer tous les dispositifs de mobilité autres que la voiture individuelle. Ça peut être un abonnement à Cities, ça peut être des équipements pour son vélo, etc. Donc, c'est une première base, mais évidemment, vous l'avez compris, tous ces sujets font l'objet de la concertation qu'on démarre ce soir. Au niveau des prochaines étapes, ce qui est prévu pour la suite, il y a deux moyens de contribuer sur le projet de ZFE. Il y a venir nous rencontrer au travers d'un certain nombre de réunions publiques qu'on va mener sur le territoire. Donc il y a des cafés ZFE qui vont démarrer, qui démarrent demain, jusqu'à la mi-janvier. Donc 7 cafés qui sont prévus, vous verrez ensuite les lieux concernés. Et puis, pour finir le temps de concertation, il y aura 2 ateliers participatifs où là l'objectif c'est de co-construire ensemble les modalités de déploiement et d'accompagnement de la ZFE, cadre dérogatoire modalité C'est la démocratie française en 2023. Donc là, vous pouvez vous inscrire, vous avez une liste qui a été mise à disposition au niveau de l'émargement de l'accueil. Les 2 dates, hop, je les passe tout de suite. Donc il y a le mardi 23 janvier. Ça sera à Métais au Météor, en présentiel, à 18h. Et la deuxième date, c'est le mardi 6 février, c'est en visio. Attention, il y a une erreur sur la plaquette, il y a une coquille qui s'est glissée. C'est pas à 10h, c'est bien à 18h. Donc les 2 ateliers sont à 18h. Un en présentiel le 23 janvier, un en visio le 6 février. Dans les 2 cas, il faut s'inscrire au préalable, donc soit sur la liste si vous le souhaitez d'ores et déjà, soit via la plateforme Je participe. Donc vous avez ici le détail des 7 cafés ZFE. Donc effectivement, là l'idée, pour reprendre également ce qu'a dit l'espace citoyen, c'est d'aller à la rencontre des habitants, de ne pas attendre que les personnes viennent à nous, mais d'aller aussi les voir sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez une certaine variété au niveau des lieux qui ont été choisis. Il y a à la fois des centres commerciaux, il y a le foyer de ski de fond des Glières. Il y a le campus universitaire le 12 janvier pour aller voir aussi des étudiants. Voilà, donc n'hésitez pas à venir également sur ces lieux si vous le souhaitez. Et puis, le dernier outil déployé en termes de concertation pour pouvoir contribuer sur le projet, c'est un questionnaire qui vient tout juste d'ouvrir sur notre plateforme Je participe pour Grand Annecy. Vous avez déjà que vous pouvez flasher, vous pouvez d'ores et déjà donner votre avis et remplir ce questionnaire. On vous invite à en parler aussi autour de vous. Donc, tout ce questionnaire il est ouvert jusqu'au 16 février. Le 16 février, on va clôturer cette phase de concertation volontaire avec le grand public. On va pouvoir synthétiser toutes les contributions qui auront été faites. Et puis, on délibérera au Conseil communautaire en avril 2024 sur un premier projet d'arrêté ZFE. Ensuite, on aura une deuxième phase je reviens sur le calendrier, on aura une deuxième phase de consultation qui cette fois-ci est réglementaire au printemps. Et puis, on aura du coup l'arrêté ZFE définitif qui sera voté en septembre 2024. Et du coup, sur toute la fin de l'année 2024, à partir d'octobre, et jusqu'au déploiement de la ZFE au 1er janvier 2025, on lancera une grande campagne de communication pour que tout le monde soit au courant des modalités pratiques de déploiement du projet. Merci. Juste avant de passer à la question, je vais aussi moi-même remercier l'espace citoyen et puis les rassurer d'ores et déjà, puisque vous avez déjà largement anticipé, ne serait-ce que sur la possibilité Didier pourra vous donner plus d'explications. Déjà la refonte du réseau Cibra, avec l'arrivée, on en avait déjà parlé, de lignes tangentielles, l'amélioration de certaines lignes, le transport à la demande. Donc le service mobilité est à la tâche depuis notre arrivée pour faire en sorte qu'on soit prêt au 1er janvier 2025. Et puis, nous allons, dès demain, définitivement valider une nouvelle tarification Cibra, qui est en lien avec cette situation d'équité sociale. Donc, on ne peut pas vous donner aujourd'hui en avant-première ce que ça va être,
mais c'est un choc de prix. Après le choc de l'offre qu'on avait promise et mis en place, et commencé à mettre en place, nous allons proposer, pour répondre à cette zone ZFE en particulier, mais pas que, parce que notre objectif c'est aussi le report modal, donner la capacité à tout le monde, quels que soient ses revenus, d'utiliser le bus avant même que le TCSPI soit en œuvre et soit mis en place. Donc la nouvelle tarification de Cibra, dont vous entendrez parler certainement dès la semaine prochaine, dès qu'on aura effectivement réglé les derniers problèmes, ça a été validé en conférence des maires, ça a été validé en commission mobilité, demain ça sera validé bien évidemment en bureau. C'est quelque chose je dirais, de déterminant pour faire en sorte que les plus fragiles puissent prendre le bus, et pas que, puisqu'encore une fois, le report modal n'est pas qu'une question aussi de pouvoir d'achat. On aimerait aussi que les gens les plus riches prennent aussi l'habitude de prendre les transports en commun. Voilà, donc on a déjà répondu à un certain nombre de questions. Petit à petit, on y répond de plus en plus. Forcément, le TCSPI, les pôles d'échange multimodaux seront les premières infrastructures qui arriveront avant le transport en commun en site propre intégral, puisque l'idée c'est que ça soit en 2026, les PEM, tel calendrier, je ne sais pas si tu as le calendrier en tête, mais les 4, l'idée c'est 26-27, on va pas, voilà, il y a quand même 2 ans de travaux, chaque pôle d'échange multimodal, c'est entre 15 et 20 millions d'euros d'investissement, c'est énorme, ce sont des gros pôles de 500 à 550 places, 600 places. Il a fallu, à ISF, on a enfin trouvé les terrains, soit ils appartenaient à la ville d'Annecy, comme on les a acquis. J'en remercie Monsieur le maire qui nous a facilité la tâche en cela pour pouvoir effectivement trouver très rapidement des terrains, parce que sans terrain on ne peut rien faire, pour qu'on puisse enfin construire ces pôles d'échange multimodaux très attendus, dans l'attente des premières lignes de transport en commun en site propre, avec un réseau complètement déployé en 2032. Voilà, il y a aussi d'autres solutions, on n'arrive pas à analyser, parce que malgré tout, les 1000 véhicules, on ne peut pas savoir qui c'est. On sait qu'on les a identifiés en volume, mais par contre, en matière de profil, on ne sait pas qui. Voilà, on ne sait pas où. On sait bien qui elle est. Donc c'est pour ça qu'aussi, on sera attentif pour que les populations, on fait beaucoup de communication, pour que ces populations qui se sentent concernées identifient bien le sujet et viennent vers le Grand Annecy pour nous dire « Allô, moi j'ai un problème » et voir avec ces personnes-là comment on peut les accompagner par rapport à un transport en commun, un transport à la demande, aussi l'autopartage. Bien souvent on oublie ces personnes qui ont aujourd'hui un véhicule. Moi je viens aussi, ça touche un certain nombre de seniors qui ont des vieux véhicules et qui bien souvent on ne leur conseillera pas et n'auront pas envie d'en racheter un, parce que certains seniors n'auront pas la possibilité d'en racheter un. Donc c'est de se dire comment demain, si ces seniors veulent effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui autopartagent. Il faut aussi qu'on arrive à un moment donné à transformer aussi les comportements, même des plus anciens, en disant que l'autopartage n'est pas réservé aux jeunes, mais à toute la population. Et donc peut-être que l'autopartage qui a du mal à se développer aujourd'hui, on le constate, ça marche un peu mieux à Annecy. Par contre, quand on va à Saint-Jean-Léo, sur des sites un peu plus excentrés, le dispositif, c'est pour ça que... Donc ça, on y croit aussi. C'est pour ça qu'ils veulent favoriser tous les transports en commun, quoi. C'est pour nous imposer le pass sanitaire ou les masques. Qui coûtent bien trop cher et dont on n'a pas forcément une grande utilité. Voilà, je conclurai là-dessus pour vous laisser les paroles. On va vous répondre au fur et à mesure de vos questions, de vos interrogations, aussi de ce que vous avez envie de nous dire au sujet de cette première proposition que nous vous faisons, pour pouvoir l'alimenter et puis aboutir au mois d'avril à un projet définitif. Voilà, merci. Pour le temps d'échange, on va prendre 2-3 questions dans la salle. Vous pouvez d'ores et déjà lever la main. L'objectif, ça va être de s'écouter les uns et les autres. On va distribuer les micros. On va alterner un homme et une femme. Et il y a ici aussi qui souhaite. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je voudrais saluer le travail qui a été fait par les équipes de Marc Rollin et le comité de pilotage et aussi le département qui a participé. Je suis d'accord avec l'espace citoyen, il faut éviter toute controverse sur ce sujet. L'outil qu'on est en train de vous proposer, que l'on veut mettre en place, est nécessaire pour toutes les raisons qui ont été évoquées, si tant est qu'il puisse y avoir encore quelques personnes sceptiques. On voit aujourd'hui les pluies
torrentielles qui tombent. Aujourd'hui, le lac est à 129. C'est plus la sécheresse alors. C'est un record depuis plus de 10 ans. Alors que cet été, il est descendu à 56. Et les années se répètent, les unes après les autres. On passe de sécheresse à des violences. Et maintenant, on continue à s'habituer à ça. Et on doit absolument mettre en place ce type de démarche. Alors, elles sont parfois entraînantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire qui sont les 1000 personnes. Moi, je voudrais vous dire juste une chose. Dans cette concertation, essayez d'être les ambassadeurs de cette démarche. Et surtout, soyons Le climat, sur quoi il est ambitieux censé être réglé? par rapport à l'avenir. Il y a de la contrainte, mais on peut être ambitieux. Et il faut qu'on soit tous mobilisés sur le sujet. Voilà, je voulais juste vous dire ce mot-là. C'est un peu de propagande, l'histoire de la pluie, là, quand même. Hein. Non, c'est de la sécheresse avec pluie violente. T'as pas compris. Levez la main, on va alterner un homme et une femme, un côté et l'autre de la salle pour répartir et on va vous demander d'être contre aussi pour que chacun puisse s'exprimer. Je vois déjà 4 et 5 mains levées. Donc il y a déjà une personne qui a le micro. Vous pouvez. De toute façon, c'est pas qui c'est qui pourra acheter une voiture. Alors, on vous a entendu. Non, un, deux, non. Il y a des familles qui ne pourront pas acheter une voiture. Parce que le prix que ça coûte, on va faire comment? De toute façon, le diesel ou l'essence ou quoi que ce soit, ça pollue autant qu'une voiture électrique. On va faire quoi? L'épée, ça pollue autant qu'une voiture. Une question sur le coût. Ah, dire, vous parlez de démocratie. Hein. Il n'y a pas de démocratie sur Annecy. Surtout au conseil municipal. Il n'y a jamais eu de démocratie. On va prendre une autre question, s'il vous plaît. Alors j'y vais, parce que c'est un homme et une femme. Vous avez parlé de démocratie participative, effectivement, je rebondis. Que se passera-t-il si une majorité de citoyens refusent ce projet de ZFE? Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, ou est-ce que les ordres viennent de plus haut et qui ne sont pas discutables du tout? Et j'ai une deuxième question, c'est vous avez parlé d'investissements plus importants par la suite à partir de 2030, donc à partir de l'agenda 2030, je rappelle c'est les 17 buts du développement durable prévus par l'ONU. Quels sont-ils, ces projets d'ampleur apparemment qui seraient à atteindre après 2030? Merci beaucoup. Dernière question avant de donner la parole en réponse. Les monsieur ici. Oui, bonsoir. Je vais donner une petite réponse à nos élus sur les 1000 voitures. Connaissant bien les clubs de voitures anciennes à Annecy, je pense qu'il y en a au moins 300 qui sont des voitures anciennes de collection. Des gens qui habitent dans Annecy, des gens qui sont passionnés, des gens qui ont l'automobile pour culture, qui ne vont pas déménager, qui ne vont pas vendre leur voiture et qui ne vont pas rester enfermés chez eux. Donc ma question elle est simple, sachant qu'une voiture de collection roule environ 1300 km par an, très peu. En général, sont plutôt très bien entretenues. Mon contrôleur me dit même beaucoup moins polluantes que la plupart des voitures des gens qui ont une dizaine d'années et qui ne sont mal entretenues. Qu'est-ce qu'il est prévu pour que ces gens-là puissent continuer à circuler avec leur voiture ancienne de collection? Merci. Bien. On va se partager les réponses dans un premier temps. Donc moi, je vais répondre au sujet plus législatif. Alors, déjà, la question de madame sur... c'était sur l'éducation. Alors, un refus de la DGFE, c'est pas possible, puisque c'est la loi. C'est la loi de commerce résilience, moi-même en tant que législateur, je l'ai dit à l'époque, qui nous impose à l'agglomération, une agglomération de plus de 150 000 habitants, de la mettre en place. Au demeurant, on a eu quand même une certaine latitude. On vous l'a expliqué, c'est-à-dire qu'on ne part pas tout de suite comme ont dû le faire certaines métropoles et agglomérations, où eux, ils ont dû même voir interdire des critères 4, 5, 3 rapidement parce qu'ils étaient au-dessus des normes européennes. Donc nous, on a cette chance-là, ça a été montré, le Figaro l'a rappelé d'ailleurs hier, de mémoire, c'est que nous avons eu une baisse de 43% de la pollution sur le territoire du Grand Annecy, tout simplement parce qu'on a aussi la chance d'avoir des ménages qui globalement ont un revenu moyen suffisant pour avoir des voitures qui aujourd'hui polluent beaucoup moins. Donc ça, c'est une première chose. Encore une fois, on n'a pas le choix. Si on ne le fait pas au 1er janvier 2025, à minima interdire les non placés, on est hors la loi.
Ça, c'est la première chose. Deuxième sujet, aussi pareil. Le législateur a permis et donne la possibilité d'avoir un système de dérogation pour les voitures de collection. Parce que j'étais dans le classement, les voitures de collection. Donc ça fait l'objet de la concertation. C'est-à-dire que c'est un sujet, vous avez raison de poser la question, est-ce que le Grand Annecy autorisera ou pas une dérogation pour les voitures de collection? Après, vous avez aussi une autre approche, puisque vous avez à un moment donné les petits rouleurs. Aussi, c'est un axe sur lequel on peut travailler. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez une voiture de collection, vous rentrez dans le système du petit rouleur ou la dérogation de la voiture de collection? Ça, c'est maintenant. Voilà, ça joue maintenant jusqu'au mois d'avril pour qu'au mois d'avril, on puisse présenter au Conseil d'agglomération un règlement qu'on aura ensemble déterminé. Voilà. Pour ajouter, vous pourrez quand même rouler. Vous avez vu, 2025, vous avez la carte, vous avez des axes de transit. On n'interdit pas, même aux véhicules critères qui n'ont. Non, ils n'habitent pas tous sur les axes, mais quand même, on pourra s'appeler. Si vous avez une voiture de collection, par exemple, à Saint-Jean-et au Breton, vous pourrez quand même aller faire une baladée en montagne ou traverser, contourner la ville pour aller à Albi ou promener dans le pays filière. Au milieu de la cime là où il n'y a aucune voie bleue à sortir de chez moi, il y a rejoint des axes, d'accord, mais je ne sais pas tous les axes bleus. Il y a 300 personnes approximativement, je connais bien le monde de la voiture ancienne. À Annecy, je pense qu'il y a un tiers des volumes de voitures qui sont des voitures anciennes de collection. Ces voitures-là ne vivent pas tous le même. Oui, on sait que c'est autrement, sur on n'est pas obligé d'avoir demain une voiture électrique qui coûte, c'est vrai, encore cher, pour pouvoir rouler. Il existe des voitures d'occasion, je rappelle, 2025, il n'y a que les véhicules non classés qui ne pourront pas circuler. On est bien d'accord. On a voulu justement une ZFE light pour vraiment ancrer dans le paysage du Grand Annecy cette mesure. Donc voilà, c'est pourquoi, parce que la présidente l'a dit, on a la chance d'avoir amélioré notre qualité d'air, on a la chance, je veux dire, parce qu'il y a des territoires où du jour au lendemain, pour 2025, ils sont obligés d'interdire les critères 4, 5. Donc voilà, on a cette chance, donc il faut quand même le reconnaître. Et stratégie du moins pire. Mais nous, on a plutôt des restrictions qui sont quand même modérées. Voilà. L'autre question, c'était. J'ai pas une réponse à ma deuxième question, pardon. Sur l'investissement 2030 des grosses infrastructures, la présidente l'a dit. Alors déjà, je vais vous donner un chiffre. On va approcher le milliard d'euros en investissement pour la mobilité. Le problème, ce n'est pas les moyens, parce qu'on a la chance d'être sur un territoire où les entreprises sont dynamiques, il y a de l'emploi, et donc on a un versement mobilité qui nous permet de financer un certain nombre d'infrastructures. Donc on a un TCSPI qui va nous coûter au bas mot, c'est 100 millions d'euros, un schéma de directeur cyclable, 70 millions d'euros. Vous voyez, si je les PEM, si je vous dis qu'en moyenne, c'est 17 millions d'euros multiplié par le nombre de PEM qu'on fait, vous voyez, on approche petit à petit les 900 millions d'euros d'investissement. Le problème, ce n'est pas les investissements, c'est le temps pour qu'on puisse les faire. Aujourd'hui, il nous manquait du temps. Et c'est pour ça que je faisais partie du comité interministériel qui a obtenu la mise en place des zones de vigilance grâce au ministre Christophe Béchu, qui a bien entendu, on était deux agglomérations dans ce cas-là, Grand Chambéry et Grand Annecy, où on n'était pas équipé, et il fallait à minima 5 voire 10 ans pour pouvoir être comme nos grandes sœurs, les métropoles, avoir des RER métropolitains demain, parce que l'axe ferroviaire, il faut qu'on investisse aussi, c'est énormément d'argent qu'on aura à investir sur le Rumilly, Annecy, Croisy. J'étais encore avec le vice-président de la région pas plus tard qu'il y a 2 jours pour le convaincre de nous aider à investir et de réinvestir sur cet axe, notamment pour qu'on puisse mettre des RER pendulaires pour que les gens du nord de l'agglomération puissent venir en train plus facilement sur le centre-ville d'Annecy. Donc oui, on y est. Le sujet, il n'est pas là, c'était le timing dont on avait besoin. Donc le fait qu'on soit en zone de vigilance nous permet non pas d'appliquer ce qu'on devait, parce que s'il n'y avait pas eu ça, on était tout de suite dans la zone ZFE classique, comme le sont Lyon, Grenoble et d'autres. Donc on a gagné 5 ans. Alors attention, ça veut dire qu'on a gagné 5 ans parce qu'on a baissé le niveau de pollution.
parce que c'est aussi une question de santé publique, il ne faut jamais l'oublier. Oh, Ça, non, on de parle rien. 7 avant. Donc, Santé il faut publique, qu'on arrive c'est à tous, sérieux. voilà, il faut qu'on y arrive tous. Et les 1000 voitures, alors si du coup il en reste plus que 700, Il faut vraiment se le dire. voilà, il en reste plus que 700, il faut qu'on arrive à identifier ces 700 personnes, en tout cas à les interpeller, qu'elles nous écoutent pour nous dire attention, moi je suis concerné, comment vous, l'aglo, vous pouvez nous accompagner pour soit changer de véhicule, soit peu importe, il y a des aides d'État qui vont être revues aussi. Parce que les aides d'État qui sont données aujourd'hui ne sont pas suffisantes, parce que quand on donne, et nous on pourrait donner à l'agglomération 1 000 euros, par exemple, on ne l'a pas fait pour l'instant, on n'a pas fait ce choix-là, parce que vu tout ce qu'on a à mettre en infrastructure, ce n'est pas forcément pour nous la meilleure des solutions, mais l'État donne des aides, c'est pour ça, à certaines voitures, ça reste quand même excessivement cher par rapport aux populations qui ont des voitures non classées. Donc l'aide d'État n'est pas suffisante aujourd'hui, ils sont en train de revoir la copie pour peut-être voir comment on peut le faire. Mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la fameuse voiture 100 € de location. C'était une des réponses du gouvernement en réponse à la mise en place de ces ZFE. C'est 22 000 véhicules, c'est pas suffisant. Ça veut dire que pour nous aussi, 22 000 véhicules, c'est aujourd'hui pas encore suffisant. C'est pour ça qu'on a besoin de trouver des solutions pour soit faire de la démobilité, soit donner des dérogations à des personnes pour venir chez le médecin, le petit rouleur. On va pas le plus grand nombre de spécialistes, de généralistes aujourd'hui sont quand même sur la commune nouvelle, et concernés par la zone ZFE. Donc nous, notre préoccupation, c'est de savoir comment ces personnes qui aujourd'hui vont devoir venir voir un opticien, un médecin, peu importe, un cardiologue sur Annecy, comment on leur donne accès quand même si elles sont non classées, à ces services-là. Donc ça, c'est tout ce qu'on est en train avec vous de déterminer, de ne pas avoir de tout dans la raquette, pour que chacun puisse trouver son compte, et qu'en 2030, par contre, en 2030, l'enjeu sera plus important, puisqu'il restera 11 000 véhicules, 7 000 sur le Grand Annecy, mais 3 000 de plus si on prend nos comités de communes voisines. Par exemple, j'ai des gens du GIN qui viennent travailler au Blésin. On a vu des entreprises au Blésin cette semaine, des entrepreneurs et des patrons d'entreprise qui disent attention, moi j'ai des collaborateurs qui habitent Ugine parce qu'ils n'ont pas les moyens même d'habiter Faverges. Donc comment ces gens-là viennent au Blésin travailler dans nos entreprises, vous imaginez? Donc c'est tous ces gens-là avec qui on va devoir effectivement travailler. C'est pour ça que l'intérêt aussi des plans de mobilité des entreprises, identifier dans les entreprises quels sont les collaborateurs qui pourraient être pénalisés par la mise en place de cette ZFE. Et puis d'ici à 2030, on aura déjà bien avancé sur la mise en place des transports en commun. La question, c'était pas après par hasard. On va prendre deux, trois questions. Je me donnerai un micro pour monsieur devant aussi qui lève la main, et pas de femme qui lève la main. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, je vais corriger le maire qui est parti rapidement dans sa voiture électrique de fonction. Mais c'est pas pour le CO2, la ZFE, apparemment c'est pour plutôt la pollution de l'air et pour la respiration. Donc le CO2 c'est à la marge. Je vois que tout le monde se félicite en fait des limitations de nos valeurs en fait de la République française, entre autres la liberté. On a gagné du temps sur la limitation de notre liberté à se déplacer. L'égalité. On verra, il y aura quelques aides par-ci, par-là, mais bon, ça c'est toujours à la marge, comme vous savez. Le problème des aides, c'est quand on ne rentre pas tout à fait dans les critères, là on n'en a pas, il faut se débrouiller. Et c'est là où on rentre dans la question aussi des coûts et bénéfices. Moi je constate que les coûts, ils reposent principalement sur les citoyens, qui vont devoir se débrouiller, et que de toute façon, en fait, même le débat, ça coûte au débat, parce qu'on ne pourra pas discuter ni de la taille de la zone, ni de la vitesse à laquelle les vignettes vont être exclues, donc en fait, le débat il est quand même très limité puisque c'est quand même les points principaux et d'achoppement. Et les bénéfices, on constate que les amendes, effectivement, ça va être un bénéfice qui va être important pour le trésor public, mais encore une fois, c'est les plus mal lotis qui les paieront. Pour la santé, évidemment, c'est minime le bénéfice puisque madame tout à l'heure a dit 10 000 véhicules, il n'y a pas de débat. Du coup, c'est 10 000 personnes en fait, qui bénéficient de ce changement entre le fil de l'eau et 2030. Donc, il y a débat ou il n'y a pas débat du coup si c'est juste 10 000? C'est parce que là, c'est pareil, c'est gênant quand même comme approche, comme terme. Et enfin, vous parlez d'investissement majeur. Alors effectivement, tout coûte très cher, mais je vous rappelle aussi qu'on a une ville frontalière avec, vous avez vu, il y a une méga autoroute là, qui traverse l'agglomération. C'est quand même déjà
un peu bizarre de parler de zones à faible émission avec une super autoroute qui traverse avec des camions qui vont en Suisse, en Italie et autres, ou qui en viennent, n'est-ce pas? Et on ne parle pas du coup de création de tram. Annecy, avec Chambéry, c'est partie de ces agglomérations qui sont à la traîne un max, puisqu'il n'y a pas de tram. Alors que nous, on devrait en avoir un pour la taille qu'on a. Les transports en commun, je conseille aux élus de poser leur voiture de fonction et puis d'essayer de faire, par exemple, Cap-Périaz ou les zones industrielles de Sénaux, et puis d'aller jusqu'au Plaisin avec un transport en commun le matin. C'est long. Donc encore une fois, c'est une question d'égalité. Le pauvre, il prendra le bus et il mettra 2 heures, et la personne mieux lotie pourra quand même prendre sa voiture. Et enfin, de même pour aller et se rendre en Suisse, hein, il y a un train, le Léman Express, qui est très mal fait et qui prend un temps fou pour se rendre en Suisse, et ça n'enlève pas des voitures. Et ça, c'est des vraies questions, en fait, que je dois aborder à la marge, alors que c'est ce qui est majeur, et c'est ce qui fait des émanations. Donc en fait, comment dire, on parle beaucoup, mais on investit peu. Merci. Je ne sais pas, quand on parle de 800 millions d'euros, on parle beaucoup, enfin voilà, vous avez fait le discours, c'est bien. Non mais, vous aussi, c'est très bien. Effectivement, la mobilité, on investit. Après, comme je vous dis, c'est la mobilité, les infrastructures dont vous parlez, c'est du temps long. On n'a jamais vu, en l'espace de 2 minutes, on fasse une ligne de transport en commun en site propre, comme ça, en le décrétant. Il y a déjà 1 an d'études sur lequel on est sur les tracés. Donc ça, effectivement, nous, on vient d'arriver. Effectivement, on aurait aimé, mais ça nous coûterait beaucoup moins cher, ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables si nos prédécesseurs avaient effectivement pensé, il y a 10 ans, 15 ans, à commencer à mettre des transports comme l'ont fait certaines métropoles. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On a ce qu'on a, ouais, mais c'est pas pour autant qu'on va reculer. Oui, mais il y a un rythme pressé quand même, donc, vous en avez conscience. C'est une pression sur les citoyens, parce que là c'est 2030, c'est oui, 2030, c'est demain. La pression sur... D'abord, on parle de 2025 déjà. Et comme voilà, ça dit, c'est tout à l'heure, ça. Voilà, bah, c'est tout à l'heure justement. Ouais. Donc c'est 2025. Donc là, ça ne concerne que, si on enlève les collections, c'est 700 voitures sur l'ensemble. L'ensemble, c'est les comités de communes du bassin de mobilité du Grand Annecy, c'est-à-dire pas que les grands Alessiens. Donc là, il y aura forcément des solutions. Après 2027, les pôles d'échange multimodaux arrivent. On mettra, avant que les lignes de transport en commun site propre intégral arrivent, on mettra certainement des navettes aussi qui permettront de rabattre sur des lignes existantes, des rythmos existantes ou des lignes tangentielles existantes. Donc ça, l'offre, vous allez la voir concrètement à partir de... Vous allez la voir concrètement, ça me permet d'en faire un peu la publicité, je vous en remercie de tout ce qu'on fait. Ça va, vous allez le voir rapidement à partir de septembre 2024. Je ne peux pas vous parler de la tarification parce que tant qu'on ne l'a pas délibéré, demain matin, vous allez voir, merci de me donner une tribune pour en parler et en reparler. On va faire effectivement une tarification sur le Grand Annecy qui n'a jamais été pour justement permettre à ces populations, quand on leur a permis de se garer dans les pôles d'échange multimodaux, de prendre des navettes et ensuite d'avoir une ligne de bus, de faire le tour du Grand Annecy pour presque rien du tout. Donc oui, on y pense. Le temps c'est de l'argent, madame. Voilà, ça c'est du concret. Le temps c'est de l'argent. Par contre, la zone ZFE, alors après on peut être pour ou contre la loi. Nous, la loi on pique. Contre les fascistes, c'est tout. Et après, c'est notre rôle, on a le choix entre l'élu local de faire en sorte que cette loi soit la moins compliquée, la moins difficile pour les populations effectivement les plus fragiles. C'est notre rôle. Et c'est pour ça que la zone de vigilance a été mise en place. J'ai entendu ça dans les années 40, on n'a pas le choix. Oui, je suis responsable d'une association de Peugeot historique. Et monsieur m'a un peu coulé la parole en parlant des véhicules de collection. Mais je rebondis sur ce que j'ai entendu de votre part. Ce qui me surprend, c'est que dans toutes les ZFE qui sont déjà dans les grandes villes, Paris, Lyon, Grenoble, Strasbourg, Reims, ce sujet a déjà été traité par ces ZFE, et il me semble, à travers vos réponses, que chez vous, soit vous avez raté quelque chose, ou c'est quelque chose qui est en étude, mais que vous n'avez pas abordé. Nous sommes membres de la FFVE, Fédération des véhicules d'époque, et dans tous ces ZFE, les véhicules de collection sont absous donc il y a une dérogation par rapport à ces véhicules.
Par des dérogations. Une dérogation, donc qui vous sera soumis par les élèves, que vous signerez ou que vous ne signerez pas, vous avez laissé le libre choix de la permission. Donc, je vais déjà vous, par cette réponse, vous apporter déjà ces éléments et vous demander quelle est votre position par rapport, si une position il y a déjà aujourd'hui, par rapport à ces véhicules de collection, qui représentent, il faut savoir, quand même sur les bassins nationaux, au niveau des acteurs, l'hébergement et la restauration, non négligeable, ainsi que pour les garagistes qui font de la transformation. Fascisme vert progresse. Voire de rétrofit. Bonne Bon, pour l'instant, je vous réponds, rien n'est décidé. Si on fait une concertation, c'est pour vous écouter. On va écouter, donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Donc on prend note, véhicule de collection, qu'est-ce qu'on fait demain? Demande de dérogation, pas de demande de dérogation. Voilà. Sur les rétrofits, vous avez tout à fait raison. Si je peux me permettre, quand on parle de véhicules de collection, il faut faire attention. Il y a une restriction qui est une contrainte qui est imposée par la FFDE qui est importante, c'est qu'il faut être en carte grise de collection. C'est pas seulement parce que j'ai un véhicule de plus de 30 ans que j'ai un véhicule de collection. Enfin, pour rentrer dans les paramètres. Tout à fait. On en a parlé Pierre Hérisson, qui est venu à la concertation avec l'Automobile Club qui est venu à la concertation avec les associations mardi. Donc effectivement, le sujet a été abordé. Donc là, on a pris les doléances des associations qui étaient présentes. Là, aujourd'hui, on prend vos remarques pour dire, et après on dira, on fait pas, voilà. Sur le rétrofit, vous avez raison d'en parler, puisque alors nous, on en parle tous les jours à la Glo, parce que même nous, pour les véhicules de tous nos agents, on a demandé, on regarde avec le maire pour les véhicules d'Annecy et des grands taxis, c'est comment on peut éviter de vendre ces voitures, qui partent ailleurs dans des pays soit européens, du nord de l'Europe, l'est de l'Europe, soit en Afrique, c'est comment on ne transfère pas la pollution ailleurs. Et donc le rétrofit pour ça est très intéressant, et donc on aimerait créer, et Ségolène Guichard, notre première vice-présidente à l'économie, réfléchit à la mise en place d'une filière rétrofit sur le Grand Annecy. Voilà. Et avec comme base de démarrage le parc de véhicules des collectivités territoriales. Et on a pas mal d'aides, il y a un plan rétrofit du gouvernement qui va nous permettre d'accélérer le sujet. D'autres questions? Oui. Mais ici. Bonsoir, moi, juste une petite remarque, je viens de Strasbourg, où une ville plus grande, plus polluée qu'Annecy, où il y a déjà beaucoup de décès dus à la pollution, et qui a dû appliquer la ZFE depuis le 1er janvier de cette année. Très clairement, ça s'est fait dans la douleur, ça ne fait pas se mettre, avec des contraintes qui n'ont rien à voir avec celles d'Annecy, en termes de temps, en termes de vignette critères 5, 4, 3, c'est beaucoup plus difficile. Alors on l'a dit, effectivement, on n'a pas le choix, il faut la mettre en place, c'est la loi, ça peut poser problème. Ceci dit, ça a aussi quelques avantages qu'on peut voir par rapport à la baisse de la pollution, ce qui est quand même l'objectif, et c'est clair que pour avancer, il va falloir faire quelques efforts. À Strasbourg, à Lyon, à Paris, mais aussi à Annecy. Donc ça, c'est une chose. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'au départ, dans les réunions de concertation, on a toujours les mêmes questions, et c'est normal, les questions que vous avez posées, messieurs, c'est-à-dire les véhicules de collection et les vieux véhicules qui roulent très peu. Et c'est vrai que souvent, les vieux véhicules roulent très peu. Or, le meilleur moyen de ne pas polluer, c'est de ne pas rouler, même avec un véhicule qui n'a pas de vignette critères. Donc moi, c'est plus une demande qu'une question. Vous y avez déjà répondu, mais je crois qu'il faut vraiment communiquer là-dessus et expliquer aux quelques personnes concernées, puisque 1000 personnes, 700 plus 300, c'est pas beaucoup, et rassurer, et leur expliquer qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Quand on fait 1000 km par an avec des systèmes de passes petits kilomètres, on arrive à trouver des solutions très facilement, très simplement, et donc ça peut rassurer tout le monde. Quand on a un véhicule qui est vieux, qui n'a pas de vignette critère, mais qu'on utilise une fois tous les 2 mois, je pense qu'on pourra trouver une solution. Et
là vraiment, je compte sur vous pour le dire, parce que l'expérience parlant, je pense que vous allez en entendre parler à chaque réunion, ça va nous occuper comme ça nous occuper aujourd'hui, une certaine part de la réunion, alors que c'est un problème très facile à résoudre. Et il dit donc, on ne le lâchera pas. C'est une évidence, bien sûr, mais vous avez raison de ne pas lâcher. En plus, objectivement, c'est un micro-problème. C'est un problème. Bien sûr, c'est un problème. En pourcentage, c'est pas ça qui va résoudre les émissions à effet de serre. C'est pas les gens qui ont. C'est toi qui as un problème aussi. C'est exactement ce que j'aime. Et je veux dire, là, ce que je vois, et moi je suis un peu sceptique sur les solutions, c'est qu'ici on est quoi, 100 personnes, on parle de 50 000 acteurs. Ça fait 0,005% de gens qui viennent à des débats. Il y a que les gens, ils s'en foutent. Ça, c'est vrai, c'est grave, quoi. Alors, si, ils s'intéressent à leur problème de précaré, de voitures de collection. Merci, j'aimerais terminer. La solution. J'aimerais terminer, j'ai pas de véhicule, j'ai malheureusement pas de véhicule de collection non plus, mais j'aurais une question. J'aurais une question à poser en complément de celle-là. Ça va peut-être être le problème des parkings. Parce que même si on a des véhicules qui roulent peu, ils ont une emprise sur la voie publique ou la voie privée, et il y aura peut-être un problème de parking plus important qui se pose aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose. Alors, il y a des parkings relais, est-ce qu'il y a des parkings anciens qui sont prévus, d'autres solutions? Je vous remercie. Merci pour votre témoignage. On répond tout de suite ou... Je vous rappelle de lever la main et surtout d'essayer de ne pas interrompre sur les autres. J'ai mis un micro. Bonsoir. Deux niveaux de réflexion. La première, on a déjà subi, nous les automobilistes, par exemple, je fais partie de la Ligue de défense des automobilistes, il en faut bien encore un peu, il n'y a pas que des vélos sur terre. Donc, on a déjà subi les 80 km/h. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre cher Premier ministre a eu une très bonne idée, parce qu'il a vu les gilets jaunes sur la route. Et après, il a dit, bah oui, c'est pas une bonne idée, je repasse le bébé au département. C'est bien, et comme ça, surtout on roule 80, 90, c'est le bordel français, donc vous passez votre temps à faire arrêter. Les ZFE, c'est en train de prendre le même sujet. Il en faut, hein. Moi je suis tout à fait d'accord qu'à un moment donné, bon, c'est epsilon par rapport à la pollution et à plein d'autres choses pour l'économie écologique. Mais pourquoi pas, il ne faut pas être trop mal là-dessus. Mais à un moment donné, quand vous allez rouler en France, vous allez vous apercevoir, sans le savoir, que vous roulez en infraction. Ça va être très compliqué de comprendre si vous êtes dans une zone ou pas dans une zone. Donc, l'automobiliste, une fois de plus, après avoir payé une charge non négligeable avec l'essence, qui se fait prendre régulièrement, je ne sais plus si c'est 80, 90, et j'en ai malheureusement la preuve que je me fais souvent arrêter. On va lui dire maintenant, c'est les ZFE. Bon, ça c'est pour l'aspect, c'est pas Annecy, hein, c'est en général en France, ça va être très compliqué, à mon avis, à contrôler, à mettre en place. L'autre point sur Annecy, je suis d'accord avec monsieur, ce soir, il y a un tiers d'élus, donc vous êtes dans le tour de place, c'est bien. Où sont les autres gens? C'est fondamental, c'est utile. Alors moi je suis venu parce que j'ai lu dans le bulletin municipal qu'il y avait une réunion ce soir, pourtant je ne serais pas venu. Là, il va falloir que vous nous dites que vous faites beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est ça, c'est-à-dire que le bulletin n'est pas lu, ou alors c'est qu'il ne se passe rien. Il y a vraiment, monsieur a raison, vous dites que ce soir ça devrait être rempli. C'est un problème de société. Merci pour vos témoignages. Je réponds tout de suite. Votre témoignage est intéressant, très intéressant. Sur ces ZFE, quand même, moi je rappelle, la France a été condamnée en matière de qualité de l'air. Et derrière, moi je vais vous raconter quand même à Douin, la petite école de Douin, en 2018, quand 15 gamins, quand les parents sont venus me voir, parce que 15 gamins étaient malades, je ne peux pas raconter des bêtises, dont ma fille était dedans, dû à une mauvaise qualité de l'air, ils cherchent un responsable, c'est merde. Donc il faut aussi, sur la qualité de l'air, qu'on prenne tous conscience que c'est important pour la santé. C'est pas fait pour faire plaisir. Nous, à Montpensier, on ne voulait pas l'air. Nous, on travaille autrement, on voulait travailler autrement que d'appliquer la zone à faible émission tout de suite. On nous l'impose. On va nous l'imposer, on va le faire avec, je rappelle, des restrictions minimales, obligatoires, vous avez remarqué, pour ancrer cette zone à faible émission dans notre territoire. Mais si on le fait, c'est un outil de la qualité de l'air. Moi, je veux dire, moi, quand j'ai eu ce problème sur ma commune, personne n'est allé, ils sont allés voir le maire.
mais qu'est-ce que vous faites sur la qualité de l'air, monsieur le maire? Ils sont tous mal. Alors, j'ai dû faire des analyses, je me suis aperçu que l'air intérieur est aussi pollué que l'extérieur. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités, tous les élus. Il faut bien arriver à un moment à trouver des solutions. C'est une solution, c'est peut-être pas la meilleure, il y a plein de choses à travailler. Vous dites, on communique pas, il y a des plans de communication, il y a plein de choses qu'on fait, et vous avez raison, je pense que nos concitoyens ne sont pas au courant. Nous, c'est vrai qu'on baigne dedans, nous les élus, tous les jours, et c'est vrai que c'est difficile de faire passer la COP. Je rappelle ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une consultation purement volontaire. On n'est pas obligé. Beaucoup d'agglomérations ne le font pas comme nous. Grande Chambéry, ils n'ont même pas attaqué. Annemasse, je ne sais pas s'ils ont commencé. Nous, on démarre bien en amont pour avertir les gens tranquillement. Voilà ce qu'on va faire pour vous écouter, pour vous dire, on parle des véhicules de collection. On va avoir aussi peut-être le salarié qui va bosser de nuit et qui ne pourra pas. Celui-là, il faudra qu'on trouve une solution aussi. Et oui, il faudra quand même, on ne va pas empêcher les gens d'aller au boulot quand même. Pendant les confinements, c'est ce qui a été fait. Donc ces ZFE passent bien dans le paysage, commencer doucement, et petit à petit, avec l'évolution des véhicules, avec l'évolution des investissements, parce que la présidente a dit, les investissements, c'est des centaines de millions d'euros qui vont être mis. Donc c'est pas des discours politiques, ça, vous le verrez. Déjà, ça a commencé. Donc voilà, ces ZFE, elles pourront être dans notre territoire, tout simplement, doucement, en accompagnant les gens. Juste parce que je suis allé demander au service parce que je me dis, c'est embêtant parce qu'on a quand même pris un sacré budget communication. C'est une des premières fois qu'on le faisait. On a passé quand même 200 spots radio. 200 spots radio. Donc, alors moi je suis plutôt branché sur ODS ou H2O, donc je les ai entendus. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre parce que la première fois que j'entendais de la coupe. Et puis je l'ai reconnu en plus, parce que j'avais. Voilà, donc, je ne sais pas si vous les avez pas entendus, mais c'était quoi, ODS, H2O et radio éphémère, oui, parce que c'est localisé, radio éphémère, vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est sur l'Albanais. Voilà. Ensuite, on a fait quand même la presse locale, mais ça s'est habitué, on suivra. Et puis 52, alors je vous dis mal, 52 4x3, 52 phases de 4x3. Voilà, à venir. Voilà. Alors après, vous savez, c'est toujours compliqué. L'autre soir, vous demandez les ZFE, qu'est-ce que c'est? Vous avez rigolé. C'est pour ça qu'on a fait des spots. Ça donne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que les ZFE pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on communique en amont. Et on l'a fait, on a rencontré par exemple les commerçants, on a fait trois réunions avec les artisans, les commerçants. D'ailleurs, je vous le dis, moi ce soir je pensais qu'il y aurait la salle pleine, je suis plutôt rassuré, parce que même les artisans, les commerçants, tous les socioprofessionnels nous ont dit, ce que vous faites c'est bien, vous commencez doucement, nous, notre but c'est de travailler avec nos collaborateurs pour pouvoir, évidemment dans les années à venir, pas se trouver confrontés à des problèmes, parce que évidemment ils nous disent, nous, vous avez mal à recruter, il ne faut pas nous empêcher, il ne faut pas empêcher nos salariés de venir au boulot. Donc, on travaille avec eux, c'est des feux en concertation ce qu'on fait, elle est plutôt bien acceptée, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire pour. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une ZFE, ça c'est sûr. Je rappelle que demain, les gouvernements, effectivement, demain nous serons sur le centre courrier à Annecy pour rencontrer les passants et parler avec eux de la ZFE. On prend les dernières questions-réponses. D'abord, plutôt les personnes qui ne peuvent pas parler. Il y a 3 personnes qui souhaitent parler. D'accord, Olivier. Bonjour. Je voulais vous demander si vous avez envisagé les transports publics gratuits. Et puis, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est qu'il faut savoir que les transports publics gratuits ont un gros avantage, c'est que ça fait tomber tous les frais de billetterie, ça fait tomber tous les frais de contrôleurs dans les bus, dans les trams, vous n'en avez pas, bon, alors les bus, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des économies à faire avec ça. Hein? Donc, est-ce que vous avez pensé à arrêter les transports? Et puis, deuxième chose, j'ai vu que plusieurs fois, vous dites, oui, mais ça c'est la loi, on ne peut pas bouger. Je pense que quand une loi est problématique, il faut aussi
penser à la modifier. Hein, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas obligé d'accepter sans autre une loi si la loi n'est pas correcte. Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin, on est d'accord. Mais il y a quelque chose à faire et pas forcément se dire bon, alors il n'y a rien à faire, c'est la loi. Il n'y a qu'en démocratie qu'on peut faire ça. Non, alors, vous m'excuserez, vous n'avez peut-être pas dû entendre sur la loi, après je laisserai mon collègue parler, parce que quand même, je vais quand même défendre le travail, en tout cas l'écoute que le gouvernement a apporté à vos revendications, nous en tant que président de PCI, puisque quand on a voté la loi contre la résilience, elle était beaucoup plus restrictive que ce qu'on a permis d'obtenir, puisque le gouvernement a entendu que nous n'avions pas d'infrastructure, je l'avais dit en introduction, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'infrastructure Grand Chambéry, Grand Annecy, on était très en retard sur la mise en place des infrastructures, et donc de ce fait-là, ils nous ont permis de nous mettre en zone de vigilance. Aussi parce que la qualité de l'air s'était grandement améliorée grâce aux évolutions technologiques, car les voitures sont quand même de moins en moins polluantes par rapport à il y a 10 ans en arrière. Donc non, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement n'a pas entendu, il nous a entendus, puisque sinon on serait en zone ZFE classique. Là c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'on aurait tout de suite 11 000 voitures à problématique. Voilà. Donc là on passe de 11 000 à 700, du coup j'ai compris. Voilà, merci. Et puis pour les transports publics gratuits. Transport public gratuit, déjà. Pour répondre sur la gratuité, vous avez vu la démocratie au Grand Annecy, je prends le micro, la présidente de l'EPI. Elle va vraiment après. Si vous habitez dans l'agglo, vous savez qu'on l'a pratiqué, la gratuité, sur l'été, juillet-août, sur 2 années. Pourquoi juillet-août? Parce qu'il y a 7 fois plus de personnes sur le territoire. Et nous, on avait des bus qui n'étaient pas pleins. Et donc, on voulait utiliser nos rectangles qui sont sur les routes, de les remplir pour faire de la place pour les autres. Et ça fonctionne à ce moment où le territoire est très saturé, puisqu'on a résorbé une partie des bouchons estivaux. Alors après, c'est un coût. Le budget de la CIBRA, c'est 40 millions d'euros par an. Donc en tant que VP Mobilité au Grand Annecy, je suis le président PDG de la CIBRA, 40 millions d'euros par an. Les recettes commerciales, c'est 7 millions d'euros. C'est-à-dire que ce que vous dites, si on fait la gratuité à l'année, on s'assoit sur 7 millions d'euros. La gratuité estivale, elle nous a coûté 700 000 euros en perte de recettes, ce qu'on appelle. Et pour vous dire pourquoi on travaille pas seulement sur le prix, c'est que après la gratuité estivale la première année, je n'ai pas encore les chiffres définis pour cette année, mais on a reconstitué la perte de recettes par les abonnements supplémentaires qui ont été pris par les gens qui finalement n'avaient jamais pensé à mettre le pied dans le bus. Je suis maire de Talloires-Montmain, le bus entre Talloires et Annecy, il n'y a que 2 arrêts qui sont hors chaussée, les autres ils sont en chaussée. Donc si vous allez au centre-ville d'Annecy, il faut arriver à faire prendre le réflexe aux gens qu'ils ne vont pas plus vite avec leur voiture, ils sont coincés derrière le bus. Il n'y a que 2 endroits, à Écharville et à Verrier, où ils peuvent doubler le bus. Le reste du temps, ils sont à la queue leu derrière le bus. Donc on doit mettre de la fréquence, on doit mettre de la régularité. La régularité, on n'est pas capable de la donner aujourd'hui, puisque le bus il est dans les mêmes bouchons. Donc, alors c'est pour ça qu'on se dit, si on en met un peu plus dedans, on aura un peu moins de bouchons. Alors, c'est ce qu'on fait l'été, c'est ce qu'on va faire, la présidente l'a dit, on va proposer à nos collègues un peu de renverser la table au niveau tarifaire pour inciter encore plus à prendre les bus, mais la gratuité totale toute l'année, c'est un coût qu'on va vous faire payer dans les impôts et qui serait rédhibitoire ensuite, par rapport aussi aux 700 millions à 1 milliard d'investissements qu'on doit conduire pour améliorer cette mobilité. Donc on est sur des combos, en fait, il n'y a pas une seule solution. Au même titre qu'on ne va pas tous, c'est pas l'objectif, et on ne peut pas vous faire abandonner votre voiture, parce qu'on a tous besoin à un moment donné d'aller à des endroits qui ne sont pas très accessibles avec les transports en commun, et on n'y arrivera jamais. L'objectif, c'est qu'une fois de temps en temps, je vous prends l'axe Talloires-Annecy, c'est si j'ai un rendez-vous en centre-ville et que je rentre après, j'essaye de penser à prendre le transport collectif plutôt que de prendre ma voiture. Et si j'enlève quelques voitures, donc je vais agir sur la pollution de l'air, je vais agir sur la ZFE, et je vais optimiser un petit peu mes bus. Et puis on crée des lignes. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, pour aller de Chavanot à Auglaisin, il faut plus d'1 heure. En avril, c'est pas en septembre, c'est en avril 2024. Les tangentiels Chavanot, Poisy, Épagny, Gare de Pringy, les Glaisins par la voie des Aramis, on va avoir une ligne là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller d'un côté de l'agglo à l'autre sans passer par le centre, on va casser la logique en étoile
qui était la logique qui était normale à l'époque. Aujourd'hui, ça a construit tout autour de la ville, les entreprises sont installées autour de la ville. Donc voilà. Donc tout ça, on travaille. Et puis vous disiez tram. Alors nous, on ne dit pas tram, on dit transport collectif en site propre intégral. Parce qu'on n'aura pas du tram partout. On en aura peut-être une ligne, les élus l'ont dit, c'est notre fragile. Le reste, c'est en BHNS. Alors, les vieux de la vieille, moi j'ai des pro-trams qui n'ont toujours pas vu que le bus à haut niveau de service, c'est-à-dire un bus électrique, qui dans des tailles moyennes est largement calibré, mais qui est dans des couloirs en site propre, c'est-à-dire il n'a pas de trafic qui vient l'embêter. Mais pour faire ça, sur la rive ouest, il faut faire péter 15 maisons. Donc c'est pas comme ça qu'on détruit 15 maisons. Il y a des procédures. Pourquoi? Parce que ça a construit le façade à façade, ce qu'on appelle, il est trop étroit. Ces 15 maisons, c'est une ligne SNCF, un tunnel SNCF à racheter à la SNCF. Il faut 1 an d'enquête. Parce qu'on ne récupère pas des lignes de la SNCF, même si elles servent plus. Donc le temps administratif, il paraît trop long à tout le monde, à nous les premiers, parce qu'on est en charge de ce dossier, ou nos prédécesseurs, mais je ne les critique pas. Mais à 1600, avant c'était 2000, on essaye de limiter à 1600 habitants de plus chaque année dans l'agglo. À 1600 habitants de plus chaque année dans l'agglo. Mais vous pouvez être des pros tout voiture, ce n'est physiquement pas possible. On n'arrivera pas tous à circuler 1600 de plus chaque année en voiture individuelle. Donc les transports collectifs, non seulement ils agissent effectivement sur les gaz à effet de serre, sur tout ce qui est la pollution, mais surtout physiquement, on a un lac, on a des montagnes, on ne fera pas des routes supplémentaires, on en fera quelques-unes, on travaille avec le département, Lionel Tardy est parti. On cofinance aujourd'hui à hauteur de 50% tous les axes principaux. Il y a eu le doublement de la 3508 Nord, il y aura le doublement de la 3508 Sud. Le département est sympa, il a dit maintenant ce sera 30% pour vous, 70% pour moi à partir de l'année prochaine, sur des coûts qui ont doublé, donc on paiera toujours très cher. Mais le combo des routes, on l'a aussi, on ne l'a pas abandonné, on ne veut pas mettre tout le monde dans les bus, tout le monde sur les vélos, mais il faudra mettre moins de personnes dans une voiture tout seul. Je suis désolé de vous le dire, sinon ça passe pas, c'est de la physique. C'est un tuyau et des fluides qui passent à l'intérieur, ça passe pas. Voilà pour la gratuité. Excusez-moi, j'ai une concertation sur le transport collectif en site propre intégral au printemps, je me chauffe. On a 4 interventions. Il y a monsieur. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais savoir votre projet concernant les véhicules de loisirs, à savoir les vannes, les fourgons aménagés et les camping-cars. C'est des véhicules qui sortent essentiellement le week-end. Il y en a beaucoup plus que les voitures de collection. Les gens habitent en centre, ils sortent tous les week-ends, on roule beaucoup plus quand même. Et à part ne pas habiter, à part habiter sur une voie de transit, qu'est-ce qu'on va faire avec nos véhicules? Merci. Il y a monsieur qui levait la main depuis tout à l'heure aussi. Je vais donner la parole une fois qu'on a donné. Oui, bonsoir. Moi, je ne connaissais pas trop le qualité de l'air, j'avais entendu parler à la radio et sur les interviews, etc. Alors, je voulais vous remercier déjà pour le boulot que vous avez fait. En 1 heure, vous avez fait un boulot colossal. C'est très explicite avec les graphes que vous avez fait. Par contre, les chiffres que vous avez donnés sont les chiffres d'aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous avez calculé la population en 2 ans? Le nombre d'habitants dans l'agglo, c'est phénoménal, je crois que c'est 30 000 personnes entre Poissy, Mettey et Tourcoing, 30 000 habitants, non, c'est pas ça. Je pense que c'est. 1600 habitants par an. Vous êtes sûr, ça va. Projection, hein. Alors, 1600 habitants, si ça continue encore quelques années, ces flux-là, avec les enfants qui vont grandir, qui vont avoir un véhicule, c'est-à-dire dans une famille, il y a un couple, il y a les enfants avec le véhicule. Est-ce que vous avez pris ce facteur-là au niveau de l'activité terre? Aujourd'hui, on a de l'avance un petit peu, mais est-ce que cette avance-là, dans les normes, on va toujours l'avoir? Il y avait monsieur ici. Oui, peut-être pour donner une note un peu optimiste, moi je suis frappé de voir le développement de la pratique du vélo dans notre agglomération depuis quelques années, mois et années. Est-ce qu'on prend en compte cette évolution? Est-ce qu'on la mesure d'abord?
Et est-ce qu'on prend en compte ces conséquences sur l'avenir des mobilités dans la ville? Oui, c'est une question de forme. Bon, vous savez le nombre de véhicules qu'il y a, mais par contre, manifestement, vous ne connaissez pas la répartition des véhicules des personnes concernées. Est-ce que vous n'avez pas moyen de demander à la préfecture, d'après les cartes grises, parce que pour des véhicules qui ont plus de 20 ans, moi je pensais qu'il y en avait moins que ça, mais bon, en tout cas, et c'est vrai que ça permettrait de voir selon la situation, parce que là vous faites une proposition globale que moi je peux trouver sympathique, évidemment, mais est-ce que c'est adapté ou pas? J'en sais rien, parce que je ne sais pas combien de personnes, de véhicules appartiennent à des personnes qui n'ont pas les moyens de payer, des personnes, on a parlé des personnes âgées qui finalement risquent d'être appelées à ne plus les utiliser, ne serait-ce que par façon naturelle. Enfin, je pense qu'il faudrait avoir plus d'informations avant de se prononcer. Moi, je suis un peu embêté. Alors, la dernière intervention, et après on fait la réponse. Hyper court, mais en fait, ce qui aurait pu apporter quand même quelque chose aussi au débat et à l'échange, c'est quand même un chiffrage visible. Vous savez, qu'on puisse voir, par exemple, quand on parle d'aide, savoir ce qui est en dur, c'est-à-dire c'est temps pour des infrastructures type parking, temps pour le déplacement, temps d'aide, simplement pour pouvoir le chiffrer, parce que quand on parle en millions, c'est un peu vague, et je pense que ça aiderait aussi les gens à comprendre et aussi à faire des remarques et des retours constructifs ou des critiques destructives, je ne sais pas, mais comme dans toute bonne AG de copro, c'est vrai que c'est pas mal de voir des chiffres et des tableaux quand on présente un projet comme ça, pour l'avenir et les autres présentations. Merci. Répondre tout de suite à la première sur les vannes, ça fait partie, comme je répondais tout à l'heure, de la concertation. Sous ces véhicules, il faudra qu'on vaille qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est vraiment grâce à cette concertation qu'on pourra étudier ces cas particuliers de vannes. Moi, je ne me rends pas compte. Je sais que dans ma commune, je vois qui c'est qui a des vannes, et Annecy, je ne sais pas. J'ai aucune idée combien il y en a, combien ça représente. Il faut aussi regarder. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont des vignettes. Pour 2025, à mon avis, il n'y aura pas de problème. J'en connais pas beaucoup. Dans mes connaissances qui ont des camping-cars ou des vannes, ils ont tous une vignette. Moi, pour l'instant. Autrement, sur identifier les personnes de la préfecture, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir. On connaît le nombre de véhicules, mais on n'a pas le nombre des personnes. Donc, il faudra qu'on travaille évidemment avec les réseaux sociaux, avec les entreprises, c'est ce qu'on a commencé à faire pour évidemment identifier ces personnes. Moi, le premier, je le dis dans mes entretiens individuels dans ma mairie, j'ai une vingtaine de collaborateurs, dans mes entretiens, j'ai demandé. Voilà, je me suis posé la question parce que premièrement, je me suis dit, mince, si dans la commune, il y a des personnes qui n'ont pas de véhicule, c'est-à-dire que où je paye mal mes collaborateurs, je me suis quand même inquiété, Et donc, voilà, les entreprises vont faire pareil, on les a eu, c'est d'ailleurs dans les entretiens, ils vont poser la question, est-ce que vous aurez des difficultés à vous déplacer dans les années à venir? Voilà. Au niveau, après, je me souviens, c'est vélo, les vélos, c'est vélo. Allô, oui, on a d'abord le schéma de directeur cyclable qu'on a voté l'année passée. Il est complètement visible. Vous allez sur le site de l'aglo Grand Annecy Mobilité, vous avez une carte. Vous pouvez aller voir tout ce qui est prévu, tronçon par tronçon. C'est-à-dire que vous allez vraiment cliquer, ça va vous dire de là à là. On a travaillé ça avec les communes, donc on va faire ça, etc. Des travaux, là, en ce moment, on vient de finir de Creusette Toriolais, on vient de finir la montée de Poisy. On s'attache à un réseau, donc à résorber les discontinuités cyclables pour que les gens soient en sécurité. Et effectivement, comme vous, on a constaté qu'il y avait un boom, et depuis du vélo électrique, de la pratique du vélo. Et tant mieux, mais en même temps, on travaille aussi avec la préfecture pour sensibiliser et verbaliser. On va commencer à verbaliser, parce que le partage de l'espace public, il est très fin, et on se rend compte qu'aujourd'hui,
le boom du vélo et les mauvaises pratiques de certains cyclistes nous posent des problèmes dans la cohabitation dans l'espace public. Donc on va travailler là-dessus. La préfecture y est très favorable, nous aussi, parce que ce n'est pas parce que c'est du vélo que c'est du non-droit. Et puis sur les calculs, chaque fois qu'on fait un tronçon, on met une cellule compteuse. Et ça aussi, c'est en open source. On trouve, alors c'est un peu plus compliqué, il faut qu'on mette un peu plus en avance de la mais vous pouvez voir exactement au Marquisat, à Albibi, on a une vingtaine actuellement de points où sous la chaussée il y a un câble et donc on compte. Et ça nous permet justement de voir quand on fait un tronçon si on s'est trompé ou non, ou où est-ce qu'on perd les gens. Et après il y a des associations qui viennent faire 3 fois par an des comptages manuels à chaque carrefour, etc. et qui nous alertent sur les endroits qui manquent. Le vélo, et la présidente dit souvent, on est un territoire de vélo pour les gens qui peuvent assez facilement. Donc on peut aller, surtout si on fait ces pistes-là, mais, et je le dis, il faut qu'on s'occupe de l'incivilité des cyclistes et en particulier des piétons. On a une réponse sur les chiffres. Les chiffres, c'était plutôt pas de mots. Même si ça a déjà été répondu, il y a déjà dans le modèle de transport un certain nombre de projets qui sont pris en compte dans les projections 2030. Alors dans la population, on est plutôt à population constante. Oui. Les projets urbains qui sont prévus sur le Grand Annecy, c'est-à-dire que là où il y a des projets immobiliers, des projets d'emploi, qui sont pris en compte. L'évolution de la mobilité, elle est prise en compte aussi. C'est un modèle de trafic global qui prend en compte quand même l'évolution de la mobilité et de l'utilisation en voiture. On se projette à 2030, mais avec des hypothèses réalistes. Pas seulement, il n'y a rien qui bouge, on est tous pareils, on passe tous sur un vélo. Non. On prend aussi en compte que voilà, les gens font plus de vélo, qu'il va y avoir des CSPI et que ça va mettre des points aussi dans le transport en commun, mais on reste réaliste. Sur les chiffres que monsieur disait au niveau des investissements, c'était ça, vous souhaitiez, le TCSPI, la présidente, c'est quoi? C'est presque 900 millions d'euros. Sur les combien? 700. Le schéma de directeur de piste cyclable, c'est combien? 70 millions d'euros. Ça, c'est des chiffres qui vous parlent, monsieur? Le transport, les 5 branches, c'est 700 millions d'euros. Oui, mais il faut le schéma directeur des pistes cyclables, parce que c'est vrai que le vélo, c'est 70 millions d'euros qui vont être investis sur le Grand Annecy. Voilà. Je dis, c'est vrai que demain, c'est pour ça que cette zone a fait l'émission. Moi, au départ, j'y voyais, j'étais pas fervent, mais avec du recul, je pense que comme on commence tout doucement, ça permet d'ancrer après, ça va bien accélérer bientôt. En premier, dans la famille Rollin, je me pose la question demain, est-ce que le père il va garder sa bagnole, ou la mère, ou la bagnole. Moi, je vais dire, je me suis acheté un vélo électrique, franchement, c'est top pour venir en réunion à Annecy. Alors, je ne le fais pas tous les jours, mais je peux vous dire que dans la commune, je peux vous dire le chiffre qu'il y a au tunnel de Douin, ils sont toujours en voie de. Je crois qu'on atteint bientôt le million de personnes. Donc, à mon avis, au tunnel de Douin, les vélos qui passent sur la piste cyclable, il y a des touristes, mais il y a aussi des gens qui vont au boulot. J'ai plein de gens, moi, de ma commune et de mon conseil, qui vont au boulot à Annecy. Je suis scotché. Alors, moi, je ne le fais pas tous les jours, donc on n'a pas la gag pour le faire tous les jours, mais je m'y suis mis et je me dis, mais ils sont pas bêtes, parce que quand il fait beau, c'est quand même un autre moyen de transport et qui est plutôt sympa à faire. Voilà, donc il ne faut pas non plus voir tout en noir. Moi, je pense qu'on a de l'avenir de notre territoire, il a de l'avenir, il a des solutions. Et je pense que les élus, ce qu'ils vous proposent, c'est une loi, on l'applique, mais on l'applique de manière douce pour ne pas mettre évidemment des personnes en difficulté. Et ça, ce ne serait pas notre volonté. Je voulais dire ici, je pensais dans Savoie. Oui, Haute-Savoie. Bravo. Juste pour vous dire aussi que la présentation, elle va être sur le site du Grand Annecy et sur la plateforme. Vous pourrez retrouver tous les éléments de la présentation dans les jours qui arrivent. On va essayer demain. Je vous remercie déjà à tous et je laisse peut-être la parole à Roland.
Un grand merci de votre participation. Merci à vous. Merci pour l'entubage.